Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux nouveaux modes de travail et de management. Je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux cet après-midi pour traiter de ces sujets-là où je vais avoir le plaisir d'accueillir le délégué général de la Fabrique Spinoza qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre avec quelques petits problèmes techniques comme ça peut assez régulièrement arriver malheureusement malgré le recul que nous pouvons avoir maintenant avec ces nouveaux modes de communication. Alors, pour démarrer, quelques éléments techniques. Vous avez une fenêtre, en fait, avec soit la mention discuter, soit la mention chat, soit la mention discussion, en fonction de la version que vous avez de Zoom. Et en tout cas, c'est bien la fenêtre qu'il faut utiliser si vous souhaitez pouvoir interagir avec nous, poser vos questions, commenter, et bien sûr, nous aurons plaisir à pouvoir y répondre. Alors, si on passe au slide suivant, je vais dire quelques mots pour démarrer sur le Top Employers Institute. Voilà, sur les intervenants déjà, effectivement, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France du Top Employers Institute et j'ai le plaisir donc d'accueillir, comme je vous le disais, Alexandre Jost, qui est le délégué général donc, de la Fabrique Spinoza. Alexandre nous présentera rapidement la Fabrique Spinoza juste après, dès qu'il se sera connecté. La Fabrique Spinoza, c'est un think tank dédié au bonheur au travail et au bonheur citoyen. Et voilà, je sais qu'il a beaucoup de plaisir à présenter justement la mission de ce think tank et je lui laisserai la parole pour le faire. Quelques mots donc sur le Top Employers Institute. Donc, le Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale indépendante qui audite et certifie les process, les stratégies, les pratiques en matière de ressources humaines des organisations. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur une trentaine d'années d'expérience, sur le fait d'avoir certifié plus de 1800 organisations en 2022 dans 123 pays. Donc, c'est une reconnaissance qui est tout à fait internationale pour les entreprises qui souhaitent se lancer dans ce dispositif. Alors, sur le slide suivant, vous allez avoir la liste des entreprises qui ont été certifiées par notre institut en 2022. Donc, beaucoup de logos, bien entendu, qui vous sont familiers. Et tous les chiffres et toutes les tendances que je vais vous présenter par la suite sont issus des résultats des audits que nous avons pu réaliser au sein de ces entreprises qui ont été certifiées. Donc, c'est pour ça que ce webinaire s'appelle « S'inspirer des meilleurs », parce que nous considérons que si les entreprises ont été certifiées Top Employer, c'est parce qu'elles font partie effectivement des meilleures en termes de pratiques mises en œuvre. Donc, tous les résultats et toutes les tendances que je vais vous présenter s'appuient donc sur les résultats des audits de ces entreprises. Voilà en ce qui concerne Top Employer. J'espère du fond du cœur que notre ami Alexandre va pouvoir se connecter et on reviendra en arrière justement pour évoquer la Fabrique Spinoza. Je vais démarrer tout de suite peut-être effectivement sur ces nouveaux modes de travail et de management et de collaboration. Et finalement, qu'en est-il aujourd'hui et jusqu'où peut-on aller finalement dans ces nouveaux modes de travail et de management? Alors sur le premier slide, les premières tendances qu'on va pouvoir mettre en avant, c'est tout ce qui touche au flex office, au travail hybride. Et avant de démarrer et de vous donner justement ces tendances, on va juste faire un peu de sémantique parce que finalement, il y a encore quelques temps, on parlait de télétravail, on parlait de flex office et puis depuis peu, on parle de travail hybride et puis de plus en plus, on parle de flex work. Alors, on va détailler tout ça. En fait, ce qui est certain, c'est qu'on est passé d'une approche job-centrique à une approche de plus en plus employee-centrique. Alors, si on regarde le télétravail qui s'est bien entendu totalement démocratisé ces derniers mois et ces dernières années, en fait, chez les Top Employeurs France 2022, la politique de travail a été formalisée chez 91% d'entre eux. C'est plus que ce qui se passe dans le monde, parce que finalement, dans le monde, on a moins besoin peut-être de formaliser toutes ces politiques de télétravail. Est-ce que ça signifie pour autant qu'on télétravaille plus en France? Très bien, on accueille Alexandre. Ravi de t'accueillir, Alexandre. Je me suis permis de démarrer et on rétro-pédalera un peu pour que tu puisses nous présenter la Fabrique Spinoza avant de te laisser la parole pour rebondir sur ce que je suis en train de mettre en avant. Bien sûr, Vincent. Donc, est-ce qu'on télétravaille plus en France?
parce qu'on a plus formalisé une politique de télétravail? Ben, pas forcément. Pas forcément. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le temps alloué, le temps passé en télétravail chez les top employeurs en 2022, le gros, c'est-à-dire 50% des top employeurs, c'est entre 20 à 50% du temps, alors que finalement, dans le monde, vous avez 21% des top employeurs qui télétravaillent entre 80 et 100% du temps. Donc, manifestement, on télétravaille plus dans le reste du monde chez les top employeurs. Et c'est vrai qu'on l'a, encore une fois, beaucoup plus formalisé. On précise beaucoup plus aussi les modalités de télétravail en France qu'on ne peut le faire dans le monde. Maintenant, la grande tendance de plus récente, on va dire, c'est le passage au flex work. Alors, le flex work, ça correspond à quoi? Ça correspond à une autonomisation, si vous me permettez ce terme, des collaborateurs dans le choix du lieu, mais également des horaires de travail. Et ce qu'on a pu constater cette année chez les top employeurs, c'est qu'il y a une augmentation de 5 points encore. Donc, on est en train vraiment de renforcer cette tendance pour atteindre 53% des top employeurs qui ont mis en place du flex work pour leurs collaborateurs. Alors, c'est toujours en progression, mais encore une fois, sur ces sujets-là, la France est toujours un peu à la traîne de ce qui peut se passer dans le monde. Et dans le monde, chez les top employeurs, dans la totalité du monde, on est plutôt à 2 tiers des top employeurs qui ont mis en place du flex work. La vraie question, en fait, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien, ce passage au flex work? C'est certain que cette liberté de choix est un élément d'attractivité fort et un facteur important d'engagement pour les collaborateurs. Pourquoi? Parce que certains veulent télétravailler, d'autres pas, certains à leur rythme, etc. On n'est pas tous égaux, on va dire, devant le télétravail. Le revers de la médaille, quelque part, c'est que pour l'organisation, ce n'est pas toujours simple à organiser. D'une part, je pense que vous êtes nombreux à avoir fait face à des collaborateurs, des cas de collaborateurs qui se sont auto-déménagés sans forcément vous en informer au préalable. Et donc, ça, comment on gère ça en tant que RH? Et puis, après, c'est l'organisation opérationnelle au quotidien des équipes. C'est que fait-on quand des collaborateurs s'absentent en cours de journée pour des rendez-vous médicaux ou autres? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment ce côté où, d'une part, c'est une vraie liberté et c'est un vrai facteur d'engagement et d'attractivité. Et d'autre part, une difficulté de mise en œuvre opérationnelle de ce flex work. Voilà pour ma part. Je vais laisser évidemment Alexandre réagir sur ces sujets-là. Pour autant, Alexandre, on va peut-être rétro-pédaler et revenir sur la slide de la Fabrique Spinoza pour que tu puisses nous dire quelques mots sur ton think tank. Oui, mais avec plaisir, Vincent, et désolé pour l'inquiétude que j'ai pu te causer. J'avais une interview média avant et un problème de santé familiale que j'ai dû gérer. Donc, merci à la clémence des gens qui sont au webinaire et à ton bon accueil, Vincent. Donc, pour vous présenter la Fabrique Spinoza en quelques mots, j'ai la chance de l'avoir créée il y a 10 ans sur une idée simple, c'est que le bonheur est un sujet clé de notre société qui donne de l'inspiration, qui donne de l'énergie, qui réenchante et qui parfois guide et fait émerger de l'innovation dans nos organisations et dans la société au sens large. Je vais vous dire simplement, vous voyez, il y a des logos en bas pour dire qu'on a fait la job, comme disent les Québécois, pour être crédible en travaillant avec l'Élysée, l'ONU, l'OCDE et avec un certain nombre d'organisations scientifiques. Voilà, vous savez tout sur la Fabrique Spinoza. Super. Alors, pour Alors, rebondir sur… avant Oui, de dis-moi rebondir tout. complètement sur effectivement ce que j'ai pu mettre en avant, on va juste sonder un peu notre audience par rapport justement à leur pratique. Et donc avec un sondage où, selon vous, quelle part de votre temps de travail devrait être télétravaillée pour vous permettre d'être le plus efficace? Donc voilà, donc c'est à vous. On vous laisse quelques secondes pour pouvoir répondre et ça va nous permettre de voir un peu la tendance et de la comparer aux chiffres que j'ai pu vous donner au préalable et sur lesquels tu vas pouvoir évidemment allègrement rebondir, Alexandre. Allez, on est pratiquement tout le monde a voté. C'est génial. Merci de vous prêter au jeu en tout cas. OK, je pense qu'on arrive à la fin. On est à pratiquement 90% de votants. On voit une très forte tendance qui est en train de se dessiner, où globalement, vous êtes 46%, donc pratiquement une personne sur deux dans l'audience, à dire que finalement, le bon chiffre, c'est 40% de télétravail pour être efficace. Donc,
Oui, oui à la liberté, oui à l'organisation où on peut intégrer ces aspects personnels, mais oui aussi au fait d'être présent physiquement et de pouvoir interagir et capter l'informel de ses collègues quand on est au bureau. Donc voilà, et puis après, c'est 30%, ou vous dites 60% de la part de travail qui serait télétravaillé. Donc, on est vraiment sur un consensus qu'on peut un peu sentir en disant c'est plutôt 2 jours sur 5, mais parfois pour d'autres, c'est 2 jours et demi ou 3 jours sur 5. Donc, c'est bien ce qu'on peut constater. Je te laisse la parole pour du coup rebondir Avec et plaisir. partager les résultats. Je pense que vous devez voir, je l'espère en tout cas, si ma maîtrise de Teams est suffisante, vous devriez normalement voir le résultat du sondage. Peu importe. Alexandre, j'ai donné les chiffres. Alexandre, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent. Le premier rebond que je voulais faire sur ces chiffres, c'est je suis convaincu, et il y a de la science et de l'opinion dedans, donc je vous invite à examiner mon propos avec, avec critique, quant au fait qu'il ne faut pas trop de télétravail. Et quand on voit que vous êtes 30% à dire que 3 jours par semaine serait souhaitable, eh bien, j'ai envie de nous aiguillonner en termes de réflexion. Il faut réaliser que le télétravail est un phénomène social et qu'on connaît un balancier. Aujourd'hui, on voit un retour vers le travail physique et probablement une difficulté à se réapproprier ce monde physique, à se réapproprier ses bienfaits. On parle de syndrome de cabane. On se dit, est-ce que finalement le matin, on ne pourrait pas quand même rester chez soi un petit peu, prendre son café, puis ensuite arriver au travail, et puis réinventer quelque chose. Ma conviction, c'est que le monde du travail est aussi un lieu de sérendipité. D'après une étude qu'on a menée, 70% des informations échangées au travail le sont de manière informelle, à la machine à café, dans des lieux de convivialité, en se croisant tout simplement dans l'ascenseur. Ma deuxième conviction, c'est que ce qui fait que les gens sont heureux, y compris au travail, c'est le lien social. Nous sommes à la fois des anges les uns vis-à-vis des autres et des démons, puisque la source de stress principale, c'est aussi l'autre. Et l'étude la plus longue jamais menée en termes de bonheur par Harvard, eh bien, elle dit que ce qui nous rend heureux, c'est l'amour, la qualité de relation avec l'autre. Et donc, nous avons besoin de ça. Et pour retisser ces liens, on a besoin d'être physiquement au même endroit parce que nous sommes des animaux. Et enfin, je crois aussi que quand on parle d'efficacité, et cette question qu'on a choisi de poser, Vincent, c'est la bonne question, on se trompe parfois. Les gens s'estiment plus efficaces en télétravail, mais déjà, c'est notre propre estimation. Rappelons-nous que 70% des Français considèrent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, donc arithmétiquement, ça ne marche pas. Deuxièmement, je pense qu'il faut se dire que cette efficacité, elle se finit par se ternir euh, au fil du temps, et que au troisième, au quatrième jour de télétravail dans une semaine, on finit par ne plus avoir suffisamment d'informations dans des collègues. Et enfin, je crois aussi qu'on oublie la différence entre cocher sa to-do list et entre faire avancer sa mission. Et donc, en télétravail, on est très efficace pour cocher, j'ai fait ça, tac, 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 les 8 tâches de la journée. Mais est-ce qu'on a le sentiment d'avoir fait évoluer sa mission, avancer la raison d'être de son travail? Voilà le premier rebond que j'ai envie de faire. Et le deuxième, je vais le faire plus court, sur ce souhait d'autonomie dans le choix des lieux. Il me semble que notre analyse à la Fabrique Spinoza est que nous sommes en chemin vers une hyper-flexibilité. On a mené une étude, la QVT, qualité de vie au télétravail, avec l'Institut Think et Norstat, qui révèle que les gens ont encore plus envie de flexibilité. Ils ont envie de ne pas devoir prévenir leur employeur lorsqu'ils prennent des vacances, a fortiori lorsqu'ils vont chez le médecin. Pouvoir avoir une journée pour 63% d'entre eux déconnectés. Et on sent qu'on s'installe dans une culture où finalement, on détricote le lien social. Et c'est cet équilibre à trouver entre la puissance individuelle, la capacité à développer son autonomie et garder le lien, faire société avec un petit S et un grand S. Et je terminerai en disant que mon invitation, en tant que Fabrice Spinoza, c'est de dire, si on réinvente les espaces, on réinvente les lieux, on réinvente les modalités, eh bien, formellement, créons des ateliers pour voir comment on réapprend à travailler ensemble. Et la région Île-de-France, lorsqu'elle a déménagé ses 7 sièges, ses 7 bâtiments dans un siège à Saint-Ouen, elle a créé des ateliers par équipe, par service ou par métier pour dire, eh bien maintenant,
différents lieux, différents modes, comment est-ce qu'on retravaille ensemble? Et ça me semble être une bonne manière d'aborder les choses. Très bien, super. Merci beaucoup, Alexandre. Pour aller plus loin, là, je pense que tu peux en effet mettre en avant cet ouvrage. Oui, j'ai parlé de la région Île-de-France. Vous dire simplement que cette étude est en ligne, accessible à loisir pour une fonction publique heureuse. Tout est dans le titre et vous y trouvez des pratiques relatives au travail, aux espaces, à la culture, etc. Super, merci beaucoup Alexandre. On a une question en fait qui a émergé, c'est est-ce que cette tendance à l'efficacité avec 40% de télétravail est similaire dans le monde ou est-ce que c'est une spécificité aux cultures françaises? Alors déjà, là, pour revenir, le sondage que nous avons fait tout à l'heure, c'était votre perception à vous, audience connectée à ce webinaire, de voir votre niveau d'efficacité. Sur la partie monde, très honnêtement, moi je n'ai pas de data à vous partager. Celle que j'ai pu vous partager tout à l'heure était plus la répartition entre télétravail et travail dans les bureaux tel que ça pouvait être fait worldwide. J'imagine que si c'est le cas, c'est qu'a priori, il y a une conviction que les gens sont en effet efficaces en étant plus en télétravail que présents au bureau, qu'en France en tout cas. Est-ce que c'est le cas réel ou est-ce que c'est juste de la perception? C'est une bonne question, mais j'imagine que sinon ce ne serait pas le cas. On a pu voir, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, que certaines organisations américaines ont reproposé à certains de leurs collaborateurs d'être à nouveau présents dans leurs locaux. Je ne sais plus si c'était hier ou aujourd'hui, mais des Twitter & Co. Qui ont enfin proposé à leurs collaborateurs de revenir. Donc voilà. Premier volet. Deuxième volet, en fait, concernant justement ces nouveaux modes de management et ces nouveaux modes de travail, c'est les nouveaux espaces et modes de collaboration. Parce que c'est vrai que, et quelque part, tu as commencé à faire le lien, Alexandre, très justement, les lieux de travail ont été revus en profondeur. Pourquoi? Parce que finalement, demander à un collaborateur de revenir au bureau alors qu'il a le sentiment d'être super efficace depuis chez lui, si c'est pour faire la même chose qu'avant, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Faire la même chose qu'avant, c'est quoi? C'est très régulièrement être sur un open space, avec notamment un casque à réduction de bruit ou pas, mais avec un casque sur les oreilles pour pouvoir se concentrer et descendre sa liste de tâches pour reprendre ton image tout à l'heure que je trouvais très juste, Alexandre. Ça ne fait pas forcément avancer la mission, mais ça fait effectivement, ça donne le sentiment d'être efficace parce qu'on descend des tâches. Et donc, si c'est pour faire revenir un collaborateur au bureau pour faire ça, eh bien, ça n'a aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle les Top Employeurs France 2022 ont continué de revoir en profondeur leur lieu de travail. Ils sont donc 94% donc, à l'avoir fait, et c'est plus 21 points en 2 ans. Donc après, on connaît les raisons qui font que tous ces lieux ont effectivement été revus. Et c'est vrai que ça passe par diminution des surfaces d'open space pour création davantage de lieux à la fois de convivialité, des lieux qui permettent quand même de passer un appel de façon isolée, des lieux qui sont là pour l'apprentissage collaboratif, pour des séances de créativité, et en tout cas, des choses qui vont pouvoir, encore une fois, je reprends ton image, faire avancer la mission sans forcément faire, comment dirais-je, faire descendre la liste de tâches. J'ai presque envie de dire qu'une bonne journée au bureau, et ça c'est ma conviction personnelle, une bonne journée au bureau, c'est qu'on a le sentiment que la liste de tâches n'a pas évolué, ou alors en tout cas pas à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a passé du temps à échanger avec ses collègues et on n'a peut-être même pas fait une seule réunion formelle. Et ce n'est pas grave, parce qu'on est créé, ce n'est pas forcément pour ce pourquoi on est présent au bureau. Clairement, être enfermé dans l'open space avec le casque sur les oreilles, si c'était pour passer toute la journée de 9h à 17h en meeting Teams avec d'autres personnes que celles qui sont présentes autour de vous, ça n'offre que très peu d'intérêt. Alors ça, c'est sur l'aspect travail collaboratif, mais c'est vrai que c'est pour produire, mais il y a toute la partie aussi apprentissage collaboratif. Et c'est la raison pour laquelle on voit que la progression de l'apprentissage social au sein des organisations est très forte, donc 17 points de plus en 2 ans pour atteindre des scores vraiment importants. Pourquoi? Parce que les organisations prennent de plus en plus conscience que l'apprentissage par les pairs, le fait de pouvoir justement échanger en temps réel sur des retours d'expérience ou sur la base de knowledge management, eh bien c'est important et c'est ce qui va permettre encore une fois, de peut-être faire avancer la mission sans forcément faire avancer la diminution de la liste de tâches. Voilà en ce qui concerne cette notion-là. Donc, avant de te laisser la parole, Alexandre, on va garder le même principe. On va poser une question à notre audience.
avec un sondage rapide. Selon vous, votre lieu de collaboration est-il conçu pour la collaboration? Vous avez donc 4 possibilités de réponse, une seule possible sur ce sondage-là, pour nous démontrer en effet comment les choses ont pu évoluer dans vos organisations respectives. Ah, c'est très, très, très partagé pour l'instant. C'est vraiment très intéressant de voir à quel point les avis sont vraiment très partagés. Allez, on est pratiquement à 80% de votants. Donc, on va attendre encore quelques secondes. Je surveille le timing général du webinaire. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, on va laisser encore quelques secondes pour voter. Alors, la grande tendance qui se dessine, vous êtes globalement 30% à dire oui, tout à fait. Vous êtes entre 25 et 30% à dire plutôt non. Vous êtes 22% à dire plutôt oui, mais particulièrement depuis la crise sanitaire, et vous êtes 22% à dire non, et rien n'a vraiment changé depuis la crise sanitaire. Donc là, vraiment, on ne pouvait pas faire plus éclaté, entre guillemets, comme résultat, avec des avis très, très divergents. Alors, bien entendu, on est sur des effets de perception et pas forcément de réalité, mais pour autant, c'est drôlement intéressant de voir que manifestement, pour seulement un quart d'entre vous, tout a été fait pour rendre les locaux plus collaboratifs, les lieux de travail plus collaboratifs, et pour un autre quart, globalement, plutôt oui, mais particulièrement depuis la crise sanitaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'avait pas forcément été anticipé. Vraiment intéressant. Merci pour vos réponses, très instructives. Alexandre, je te cède la parole. Écoutez, c'est vraiment fascinant parce que en ce moment, on accompagne un de nos clients sur la réflexion de ces espaces. Et ce qu'ils nous disent, les collaborateurs eux-mêmes disent, leur priorité au travail, c'est de pouvoir travailler de manière concentrée. Et ils demandent à ce qu'il y ait un espacement suffisant entre les bureaux. Enfin, on sent que c'est la préoccupation première. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de schizophrénie, c'est-à-dire à la fois de l'employeur et en même temps des collaborateurs. C'est ce désir de revenir pour se reconnecter, échanger, collaborer, pour avoir du lien humain, et en même temps cette angoisse de ne pas pouvoir accomplir les tâches individuelles. Et j'ai été très intéressé par un article qui est paru dans Le Monde il y a 6 mois, disant que nous avions une intolérance bien supérieure au bruit et au dérangement depuis la pandémie qu'avant la pandémie. Et je pense que cela illustre ces 2 choses. La première, c'est qu'il va falloir réapprendre à travailler avec un petit peu plus de dérangement, parce que, eh bien, à l'époque, allez savoir ce que ça veut dire à l'époque, mais à l'époque, il y a des gens qui téléphonaient dans les open space. Parfois, c'était insupportable, je reconnais, mais ça se faisait. Et deuxièmement, nous interroger sur les activités qu'on souhaite réaliser. Quel est le cocktail d'activités et comment on le répartit entre le temps chez soi, en télétravail, ou dans un tiers-lieu d'ailleurs, et le temps au bureau. Et pour moi, nous entrons dans le temps de l'hyper-collaboration, mais cette hyper-collaboration, on a encore du mal à savoir comment l'organiser temporellement et spatialement dans notre semaine de travail. Aujourd'hui, peut-être se dire que le travail individuel qui faisait avancer le schmilblick se réduit à peau de chagrin. On est en permanence à devoir partager l'information, résoudre un caillou dans la chaussure, interagir avec plusieurs personnes. Et on observe que les gens ont besoin aujourd'hui non seulement de réserver des salles de réunion, mais de pouvoir se rapprocher rapidement d'autres collègues physiquement pour faire un point de crise ou un point impromptu. Donc pour moi, l'avenir du nouvel espace de travail, c'est celui qui nous fait réfléchir collaborateurs à notre cocktail de tâches et comment l'organiser, et ensuite qui fait la part belle à l'activity-based working, c'est-à-dire au fait de dessiner l'espace en fonction des activités à réaliser. Et ça, c'est un métier d'aménageur qui peut être accompagné par des acteurs de la conduite du changement. Et puis le deuxième point, et comme tout à l'heure, je vais être plus court pour le deuxième, sur l'apprentissage social. Donc c'est intéressant de voir cette augmentation en désir d'apprentissage social. Nous, le terme qu'on utilise à Fabrique Spinoza, c'est le bienfait de développer des communautés apprenantes. Et ayant une communauté de 500 bénévoles qui agit en plus des consultants et en plus des chercheurs, eh bien, nous voyons bien l'intérêt à organiser à partir d'énergie spontanée des transformations de l'entreprise.
En d'autres termes, une démarche de transformation réussie ou une démarche d'apprenance réussie, elle commence en demandant qui, dans l'organisation, est partant, passionné par le sujet, et en agrégeant autour de ces personnes des petits groupes d'individus et en faisant dialoguer ensuite ces groupes d'individus. Et ça vous étonnera peut-être, mais je terminerai là-dessus. On a aujourd'hui un savoir-faire, des technologies, c'est un mot inattendu dans ce champ-là, mais des technologies pour faire grandir des communautés de relais, d'ambassadeurs, de référents, y compris pour le partage du savoir dans les organisations. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, on a des remarques, on a des questions qui arrivent au fil de l'eau. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'on proposait plutôt que de tout prendre en bloc à la fin. Voilà. Après, à toi de me dire, Alexandre, ce que tu préfères, mais on a prévu de toute façon dans le timing, et je vois on est plutôt bon dans le reste du timing de ce webinaire. Donc, je pense que pour l'instant, on aura une bonne dizaine de minutes réservées aux questions-réponses à la fin. Donc, je vous propose d'être quelque peu patient jusqu'à ce qu'on puisse effectivement répondre à vos questions à la fin. Alors, troisième thématique. Alors oui, non, pardon. Alexandre, c'est à toi. Pour aller plus loin, je te laisse présenter ce travail qui a été fait par Fabrice Spinoza. C'est rapide à nouveau. Ce rapport est en ligne. Nouveaux espaces de travail et expérience collaborateur, 6 mois de travail, précurseur avant la pandémie et encore plus vrai après. Donc, référez-vous-y. Vous y trouverez des clés pour mieux travailler et être plus épanoui dans les espaces. Alors, il n'est pas impossible que ça réponde notamment à des points qu'on a déjà reçus de la part de notre audience. Alors, deuxième grand volet en fait, de ce webinaire, on a parlé des lieux de travail et des modes de management. Le deuxième grand volet, c'est les nouvelles responsabilités pour le manager. Et encore une fois, jusqu'où on peut responsabiliser le manager, jusqu'où on peut lui potentiellement rajouter de la charge de travail à ce qu'il fait déjà, alors qu'on sait que les managers se sentent généralement plutôt bien chargés, voire surchargés. Donc, quelles sont ces nouvelles responsabilités et jusqu'où peut-on aller? Alors, en préambule, peut-être rappeler quand même que oui, les responsabilités évoluent, mais il faut quand même se souvenir que pendant longtemps, et jusqu'à il y a très peu, le rôle du manager était quand même bien souvent, et dans beaucoup d'organisations, perçu comme une simple courroie de transmission entre le top management et les collaborateurs. Je crois que l'exemple le plus significatif qu'on a tous vécu un jour ou l'autre de son manager ou de collègues managers, c'est finalement la surcharge de travail liée à une grosse partie du temps de travail alloué à répondre à des emails et à faire du reporting de façon souvent excessive vis-à-vis de sa ligne managériale. Et voilà. Et donc, c'est vraiment des éléments qui sont très forts et très fortement ancrés dans certaines cultures d'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'on le ressent, et donc notamment chez les entreprises certifiées top employeurs, c'est la façon dont le rôle évolue. Alors, quelques exemples, c'est d'une part la façon dont aujourd'hui les managers sont de plus en plus responsabilisés pour accompagner le changement. Toutes les entreprises aujourd'hui mènent à bien des projets de changement qui sont liés soit à l'évolution de leur business model, à l'évolution de leur marché, etc., de leur organisation interne. Et de plus en plus, on demande aux managers d'accompagner leurs propres équipes et d'être véritablement avoir des rôles opérationnels justement dans le fait de pouvoir faire accepter la stratégie et faire en sorte que les collaborateurs, leurs équipes puissent adhérer à cette stratégie, comprennent les enjeux et puissent la mettre en place. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche à la reconnaissance. De plus en plus d'entreprises certifiées top employeurs ont mis en place des éléments, des politiques de reconnaissance de façon très définie, quelque chose de très formalisé. Et ce que l'on va attendre des managers, c'est de pouvoir justement mettre en œuvre et favoriser la reconnaissance des collaborateurs avec plein de moyens différents, évidemment, à disposition, des moyens financiers, des moyens extra-financiers, et avec de plus en plus une certaine latitude dans justement la mise en œuvre de ces moyens. Donc, pas seulement le fait d'appliquer purement et simplement une politique clairement définie, mais de pouvoir justement avoir la latitude et d'être responsabilisé sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser cette reconnaissance. Et puis, troisième exemple qu'on peut également citer, c'est le fait également de responsabiliser les managers sur le fait d'intégrer des éléments au-delà de la performance en termes de résultats, dans notamment tout ce qui est revue de performance, et notamment d'évaluer les comportements
liés aux valeurs de l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas tant d'atteindre ces objectifs, mais de savoir comment ces objectifs ont été atteints. Et à l'heure où justement beaucoup d'acteurs, toutes les parties prenantes de l'organisation sont de plus en plus sensibles à des critères ESG, dans ces critères ESG, il y a notamment la partie sociétale et comportementale des individus au sein d'une même organisation. Donc voilà ces trois exemples concrets pour mettre en avant comment les responsabilités des managers ont pu évoluer récemment. Donc encore une fois, on va vous faire réagir et je vous remercie par avance de vous prêter à ce petit jeu de réaction à chaud. Avez-vous l'impression que votre rôle de manager ou le rôle de votre manager, si vous-même vous n'êtes pas manager actuellement, a évolué ces dernières années? Alors encore une fois, une seule réponse possible et on vous laisse quelques secondes justement pour pouvoir répondre. Alors, beaucoup de réponses, encore une fois, vraiment, merci de vous impliquer à ce point. Alors, pour l'instant, on vous laisse encore quelques secondes, mais ce qui commence à ressortir de façon très forte, c'est que oui, le rôle du manager a évolué. Et majoritairement, oui, tout à fait, le rôle du manager a évolué, puisque vous êtes presque 1 sur 2 à dire que le rôle de manager, soit le vôtre, soit de votre manager, a évolué. Vous êtes presque 1 sur 2 et vous êtes presque 40% à dire plutôt oui. Donc, finalement, que 16%, vous n'êtes que 16% à dire que le rôle n'a pas vraiment à évoluer, voire pas du tout. Donc, c'est plutôt en lien avec, encore une fois, ce que l'on peut constater quand nous réalisons nos audits. De ton côté, Alexandre, est-ce que c'est en lien avec ce que toi, tu peux constater? Oui, oui, bien sûr. Et en même temps que l'on constate ça, moi, ça me déclenche de l'empathie. C'est-à-dire que moi, j'aime bien utiliser l'expression qui est qu'on rajoute beaucoup de sacs sur les épaules du manager. C'est C'est ce qui clair. nous a amené à, oui, à lancer, en plus, il y a 1 an ou 2, on a lancé le concept de qualité de vie managériale, la QVM, parce que ça commence à faire beaucoup de choses. Et pour moi, la bonne conduite du changement que peut accompagner le manager, c'est celle qui concilie la prise en compte des besoins des collaborateurs à vivre ce changement positivement, mais aussi qui en profite pour être plus efficace. Et donc, c'est une invitation finalement en creux à écouter, à co-construire. Parce que dans ces conditions-là, le manager qui fonctionne ainsi, eh bien, il accompagne le changement et en même temps, il recueille des réponses par ce biais et modernise le travail qui est réalisé. Le deuxième point par rapport à ce chiffre de 88% sur la reconnaissance, eh bien, ça m'amène à dire que c'est un chiffre que tu m'as déjà entendu citer, Vincent, que d'après la Harvard Business Review France, eh bien, 85% des compétences du manager de demain sont des compétences émotionnelles. Pas intellectuelles, pas analytiques, pas synthétiques, pas techniques, émotionnelles. On parle de compétences psycho-socio-émotionnelles. Et c'est un besoin parce que les gens sont fatigués, parce que le monde est complexe, parce qu'il y a des pandémies, des guerres, enfin, toutes ces choses-là. Donc, le manager, il a besoin de faire ça. Et je vais vous montrer, on ne l'avait pas prévu, mais d'un coup, j'ai envie de faire un petit exercice de reconnaissance. Je vais dire merci à Vincent et à Shirley. Voilà à quoi ça peut ressembler à la reconnaissance. Je vais prendre 1 minute. Merci Vincent d'avoir lancé ce webinaire. Merci de d'avoir accueilli les gens alors que j'étais en train d'arriver. Merci d'exister en tant qu'organisation de telle sorte à ce que la manière d'évaluer le travail puisse se faire de manière subjective, mais aussi via des audits. Merci de donner de l'inspiration à tous les gens qui sont là, de telle sorte à ce que l'entreprise de demain elle soit efficace, mais qu'en même temps, on s'autorise à parler de reconnaissance, de valeur. Moi, je parle d'amour. J'ai envie de te remercier, Vincent, de mener ta barque et faire en sorte que ton institut se développe, grandisse, parce qu'on a besoin de ces forces-là pour que le management change et que les entreprises se transforment. Et puis surtout, merci à toi, Shirley, d'avoir cru à moi en m'ayant invité aujourd'hui la fois précédente, parce que c'est ta modernité qui fait que l'Institut aura le cap et en même temps le grain de folie et l'amour que je te sais avoir. Vous voyez, quand je fais ça, et je le fais sans avoir pris de notes, sans l'avoir préparé, je vous prie de le croire, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dire merci vraiment. Et la reconnaissance, c'est ça. Et la question qu'on peut se poser au travail, en tant que manager ou en tant que collaborateur, c'est quelle est la proportion du temps que l'on prend
pour dire vraiment merci. Vraiment merci. Et non pas juste thanks for the good job par mail et comme ça, c'est fait. Non, je dis vraiment merci et j'essaie de mettre de l'émotion et je laisse même pas l'autre m'interrompre. Je lui fais une avalanche de compliments et de gratitude pour tout ce que je ressens. Voilà. Et je terminerai en… En tout cas, je te remercie de ne pas me demander de réagir à ta reconnaissance parce que j'aurais bien été en peine de le faire. C'est très touchant et en effet, je te confirme qu'on sent fortement la partie émotionnelle que tu as pu y mettre. Et si en effet, on pouvait appliquer cela au quotidien dans nos modes de management, je pense que ce serait absolument génial. Et on irait bien au-delà du thanks et du OK, voilà. Je crois Mais qu'on s'est compris. exactement, exactement. Et ça fait du bien de le recevoir et ça fait du bien de le donner. Moi, j'ai un petit frisson aussi de le faire. Et on touche quand même un peu la question des valeurs également, puisque finalement, on est en train de parler de valeurs, on est en train de dire comment est-ce qu'on voit le travail, comment est-ce qu'on voit son organisation. Et je terminerai juste en disant que l'entreprise Imatech est inspirante parce qu'elle dit, nous, on recrute d'abord sur les valeurs, ensuite sur le savoir-être et enfin sur le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, on peut l'apprendre en 6 mois, en 1 an. Bon, il y a des métiers plus ou moins complexes, bien sûr, mais en tout cas, on peut monter en compétences. Le savoir-être, ça prend plus de temps. On peut muscler l'empathie, muscler l'intelligence émotionnelle, mais ça prend plus de temps, plutôt des années. Et les valeurs, ben, ça prend du temps, ça prend toute une vie ou alors des accidents de vie et on ne se le souhaite pas. Voilà ce à Exactement. quoi je crois. Merci beaucoup Alexandre. Alors, pour aller plus loin, encore une fois, un ouvrage sur lequel vous avez contribué au niveau de la fabrique Spinoza, je te laisse en parler. Oui, on l'a publié le 17 janvier sur France Inter et ainsi sur BFM les semaines suivantes. Et vous y trouvez des clés pour la santé au travail, notamment avec une partie forte sur l'importance des relations et des émotions. Je vous laisse la découvrir sur notre… Bon, génial. Merci beaucoup Alexandre. Dernière thématique, il nous reste 22 minutes, donc on sera super pour en effet pouvoir prendre les questions par la suite. C'est finalement comment mesurer ce qui était précédemment considéré un peu comme intangible. Et ce que je vais essayer de mettre en avant, c'est voir comment on pourrait peut-être en France s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres cultures, dans d'autres pays, avec peut-être quelques progrès à réaliser sur certains aspects. Et en tout cas, on va le faire avec 3 volets. D'une part, en fait, sur la transparence des objectifs des managers. Souvent, en France, on s'aperçoit que finalement, assez peu d'organisations, on le voit au niveau des top employeurs, hein, puisqu'il n'y a que déjà 32% sur les top employeurs, donc les entreprises certifiées qui le font, de rendre transparents les objectifs des managers vis-à-vis de leurs propres équipes. Alors que pourtant, les bénéfices, on les connaît, hein, c'est d'aider finalement les équipes à mieux comprendre les orientations et les décisions et finalement donner du sens à leur job et à leur mission si on le dit de façon explicite, sachant que je pense que tout le monde est à peu près convaincu qu'on finit toujours par comprendre ce sur quoi son manager est attendu. Donc, quitte à ce que le comprendre en cours d'année, autant faire en sorte que ce soit transparent et que finalement on partage avec nos propres équipes finalement nos objectifs. Donc 32% en France, c'est 61% en Europe. Donc ça c'est un premier point donc sur la transparence des objectifs et sur le fait qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Un deuxième élément, quand on a réalisé nos audits cette année, on a vu que le bien-être et la qualité de vie au travail était une priorité, était dans le top 3 des priorités des entreprises certifiées. Et donc, le fait de dire que c'est une priorité, c'est super. Le fait de le rendre prioritaire, c'est-à-dire de le concrétiser, on trouve que c'est encore mieux. Et c'est plutôt le cas sur certains aspects, c'est-à-dire qu'en France et en Europe, vous avez 3 top employeurs sur 4 qui ont certes une stratégie de bien-être et de QVT qui est formalisée, mais ensuite, quand on rentre un peu dans le détail et on revient sur les aspects des objectifs, on voit que finalement, il n'y a que, j'insiste sur le que, 29% des entreprises certifiées top employeurs en France qui responsabilisent les managers sur des objectifs avec cette stratégie, donc en lien avec cette stratégie de bien-être et de QVT. Voilà, donc on met en place, on formalise, mais finalement, on ne responsabilise pas les managers sur ces sujets-là, alors que c'est le cas pour 46% des top employeurs en Europe et globalement à peu près la même chose en termes de proportion au niveau monde. Voilà, donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément,
c'est toujours par rapport aux objectifs des managers. Je vous ai parlé donc du bien-être et de la QVT qui sont une des 3 top priorités pour les top employeurs cette année. Une autre de ces top 3 priorités, c'est l'engagement des collaborateurs. Et de la même façon, on s'aperçoit que finalement, les managers ont des objectifs liés à l'engagement de leurs équipes chez seulement un top employeur sur 2. Alors certes, c'est 6 points de plus qu'à l'année précédente, mais on est à 62% en Europe. Donc là, encore une fois, le fait de pouvoir s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres cultures pourrait être bénéfique, de se dire, bon, bah, c'est très bien de promouvoir l'engagement des collaborateurs, mais le fait de pouvoir incentiver, ou à défaut de les incentiver, à au moins faire rentrer ce type de critères qualitatifs dans les objectifs des managers, on voit bien les vertus que ça pourrait procurer. Voilà. Donc avant, encore une fois, Alexandre, de te faire réagir, dernier test, dernier sondage auprès de notre audience. Alors là, on a plusieurs choix de réponses possibles parce qu'effectivement, voilà, on peut accepter plusieurs choses. Est-ce qu'en tant que manager, si vous l'êtes ou si vous l'étiez, vous accepteriez facilement d'être évalué sur le bien-être de votre équipe, de partager vos objectifs de manière transparente et d'avoir des objectifs sur le taux d'engagement de votre équipe? Donc, on vous laisse un peu de temps pour répondre avant de pouvoir réagir. Alors, on a un bon consensus qui commence à apparaître. On est à un peu plus de 70% de votants. On va vous laisser encore quelques secondes pour vous exprimer. Voilà, on a plus de 80% de votants. Donc là, on peut vraiment dire qu'on a une bonne vision globalement. Alors, vous êtes pratiquement 100% à dire que vous soyez d'accord pour partager vos objectifs de manière transparente avec vos équipes. 80%, vous accepteriez d'être évalué en fait sur le bien-être de votre équipe. Et 67% sur des objectifs liés au taux d'engagement de votre équipe. Moi, la réaction à chaud, on va dire que ça suscite, c'est que ce 67%, je pourrais me l'expliquer en me disant que le taux d'engagement d'une équipe, ben, ce n'est pas toujours lié 100% au manager. Le manager, oui, bien sûr, il est là pour incarner l'entreprise, il est là pour incarner le management, il est là pour transférer des connaissances, faire grandir ses équipes, mais pour autant, le taux d'engagement d'une équipe, ça peut aussi provenir de certaines décisions de l'entreprise avec lesquelles un collaborateur n'est pas forcément en phase, et ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas en phase avec son manager. Donc, le lien direct entre les deux n'est pas toujours 100% établi. Donc, voilà, personnellement, voilà comment ça me fait réagir à chaud quand je vois ce 67%. Alexandre, je te laisse réagir. Bah, je partage ton analyse, Vincent, sur le sentiment de prise ou pas. Quand on voit les chiffres sur les objectifs de qualité de vie au travail, on peut se dire, on pourrait commencer par se dire, est-ce que c'est vraiment dans la fiche de poste du manager? Et je pense que là-dessus, les choses ont beaucoup changé entre avant la pandémie et maintenant. On réalise qu'on est des êtres vulnérables, un peu plus qu'on ne le pensait peut-être. Et donc, on a besoin de prendre soin les uns des autres et de faire en sorte que le lieu du travail favorise l'épanouissement. Le mot juste, ça n'est pas rendre heureux, mais surtout favorise. Ce qui m'amène à dire que les outils sont à disposition, hein, les baromètres de qualité de vie au travail. On parle même aujourd'hui de management émotionnel, c'est-à-dire d'avoir des outils ou des applications qui interrogent non pas tous les 6 mois ou une fois par an, mais plus fréquemment, une fois par semaine ou quelques fois, tous les quelques jours, pour s'assurer que l'équipe n'est pas en train de lâcher la rampe et qu'il n'y a pas de la détresse à accompagner. Et puis quand même, au passage, se redire qu'il y a un lien avec la performance et que donc, à ceux qui seraient interrogatifs en se disant, mais est-ce que je fais avancer mon organisation? Bah, vous la faites avancer humainement et en plus, les gens qui vont bien communiquent mieux, sont plus engagés, sont en meilleure santé, sont plus créatifs, sont plus analytiques et sont plus altruistes, donc plus coopératifs. Sur le partage des objectifs, eh bien, je pense que le mot qu'on peut me poser sur la table, c'est vision. Aujourd'hui, un manager a besoin de donner la liberté, mais d'expliquer vers où on se dirige. Et la crise de sens, le besoin de vision est encore accru par rapport à avant la pandémie, parce que, comme tu m'as déjà entendu le dire,
Vincent, on a tous fait notre crise de la quarantaine, quel que soit notre âge pendant la pandémie. Et donc, un manager qui nous dirait de faire quelque chose sans expliquer en quoi ça s'insère dans une vue plus globale des objectifs et une vision, ça ne nous donnerait pas très envie. Et puis, pour terminer, la rémunération liée à l'engagement de l'équipe, c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple et on voit effectivement seulement 2/3 qui disent oui. On pourrait quand même être surpris à se dire, est-ce qu'il est plus facile de favoriser l'engagement ou plus facile de favoriser la qualité de vie au travail? Pas évident d'y répondre, hein. Je pense que dès l'instant où on dit créer le cadre qui favorise, eh bien, les 2 items sont un peu à pied d'égalité. Se rappeler en tout cas qu'on est infiniment puissant, l'homme est un dieu pour l'homme, parce que eh bien, nous sommes contagieux émotionnellement, donc nous générons de l'engagement et des émotions, et qu'en même temps, nous ne sommes pas infiniment puissants, puisque eh bien, beaucoup de choses se passent dans la vie de quelqu'un, sa vie privée, son corps, sa santé, et donc que nous ne pouvons pas tout. Le conseil pratique que je donnerais, c'est de s'interroger sur, à nouveau, interroger son équipe sur quelles sont les meilleures manières que nous aurions de travailler ensemble dans ce monde réinventé, dans ce monde de travail hybride. C'est la question qui conjugue à la fois la prise en compte de l'humain, de ses émotions, de sa qualité de vie au travail et en même temps de son engagement, parce que c'est là qu'on réinvente des modes opératoires en équipe et en collectif. Voilà. Ok, super. Et merci beaucoup, Alexandre. Alors, je te laisse encore une fois présenter cet ouvrage qui va arriver prochainement. Oui, alors le premier est déjà sorti, c'est Nature, Santé, Engagement. Comment mettre en chemin son organisation vers la transformation écologique sur notre site et enfin. Et puis, rajouter que deuxième semestre 2022, nous travaillerons sur le digital vertueux, vers un digital qui apaise, qui développe et unit. Et donc, dites-nous si ça vous intéresse, parce que nous allons conduire de jolis travaux sur ce sujet enthousiasmant. Voilà, on va pouvoir ouvrir les questions-réponses, je crois, Vincent. Super. Alors, il y a encore, oui, alors, il y a quelques éléments encore après qu'on va voir. Je crois que sur le slide d'après, on vous parle du rapport des tendances 2022. Donc là, j'ai pu vous présenter en fait quelques éléments finalement de ces tendances 2022 des top employeurs, des entreprises certifiées top employeurs. Le rapport des tendances en version française est disponible depuis ce jour, aujourd'hui. Donc, nous vous enverrons le lien en fait pour toutes les personnes qui ont été inscrites à ce webinaire. Vous l'aurez par mail donc, à l'issue de ce webinaire. Donc, vous pourrez le télécharger à loisir. Et puis, dernier élément, ce sont quelques dates clés, puisqu'on a parlé de top employeur, on a parlé des résultats des audits. En fait, tout cela en fait, s'inscrit dans un programme de certification qui démarre généralement au mois de mars et qui court globalement jusqu'au mois de septembre-octobre, où vous pourrez effectivement, pour les entreprises que ça intéresse, rentrer dans ce dispositif. Voilà, donc c'est quelque chose qui va courir tout au long de cette année. Vous voyez quelques exemples des différentes étapes que nous mettons en avant, que nous mettons en œuvre pour justement auditer les organisations sur la base donc de 6 domaines, 20 thématiques et près de 400 pratiques que nous auditons. Voilà sur ces éléments-là. On va passer aux questions-réponses. Juste, je vous le dis tout de suite, comme ça m'évitera de l'oublier parce que j'y pense. Quand vous allez vous déconnecter, vous aurez à l'écran une question pour évaluer finalement la qualité de ce webinaire. Je compte sur vous pour en effet pouvoir y répondre. Ça vous prend 10 secondes et qui nous permettra justement de savoir ce que vous avez pu percevoir et comment vous avez pu percevoir nos interventions et ce que nous avons pu partager. Alors, il nous reste 10 minutes, ça tombe bien, c'est exactement le timing que nous avions prévu pour répondre aux questions. Alors, vous avez été hyper nombreux, hyper nombreux. Je crois que j'ai jamais vu à ce point-là autant de remarques et de questions. J'ai même le sentiment que Alexandre, il y a un vrai fan club d'Alexandre Jost et de la Fabrique Spinoza dans les remarques qui ont pu être faites, avec certaines remarques qui sont limite de la private joke, avec des gens, je pense, qui te connaissent bien. Mais il y a aussi beaucoup de questions, notamment des remarques et des questions liées justement, quand on parle de l'engagement, à la complexité de mesurer justement le taux d'engagement, quoi mettre en œuvre, comment le faire, sur l'importance du feedback.
Voilà, sur les Peut-être, critères justement d'engagement, ouais. etc. Est-ce que tu veux réagir déjà par rapport à ça, sur la Oui, difficulté bah, justement de si mesurer tu, l'engagement? je réagis comme ça, toi, ça te laisse le temps de regarder les questions auxquelles tu peux répondre. Euh, L'engagement, c'est un objet à la fois complexe et en même temps très étudié par les chercheurs. Donc aujourd'hui, on est capable de le mesurer en interrogeant des notions comme le plaisir, comme la satisfaction quant à la gouvernance, en interrogeant les émotions. Et donc, en prenant des éléments scientifiques et ensuite en les transformant en questionnaire, on peut, de manière valide et robuste, eh bien, la mesurer. Ça n'est pas la complexité. Et de la même manière, pour la qualité de vie au travail, il y a quelques années, on a édité un baromètre national du bonheur au travail qui, en 20 questions, eh bien, appréhende ce sujet. Voilà ce que l'on peut dire. Et puis, j'aime bien citer l'outil de Davidson Consulting qui, par un système de smiley vert, jaune ou rouge, permet au niveau 0 de créer un canal de communication entre un manager et son équipe. Ok, ok, ok. Merci, merci Alexandre pour cette réaction à chaud. Alors après, il y a des questions qui te sont destinées et d'autres qui me sont destinées, d'autres qui probablement nous sont destinées à tous les deux. Question pour toi, spécifiquement pour toi, manifestement, le modèle hautement pyramidal de nos entreprises majoritaires ne me semble pas du tout adapté à la responsabilisation saine des managers et à l'ensemble des collaborateurs. Un changement de type culturel et organisationnel sont-ils réellement en marche au-delà des modèles Opal et autres? Ah bah, dis donc, c'est une grosse question, ça. Alors, moi, Moi, j'ai du, je te confirme que je suis content qu'elle te soit posée à toi plutôt qu'à moi. Voilà, mais c'est ce qui s'y fait. Mais bonjour à tous. Question pour Alexandre. Alors, je pense que on peut, dire que nous, on a la chance à la Fabrique Spinoza d'être plutôt exposés, contactés par des organisations qui se transforment ou souhaitent se transformer. Donc, qui mettent en place des méthodes agiles, qui modifient leur gouvernance, deviennent des entreprises à mission, cultivent leur raison d'être. Et tout ça contribue à une transformation des modèles managériaux. De rappeler quand même qu'on est le pays européen où la hiérarchie a le plus de poids, d'après le sociologue Gerd Hofstede. Donc ça, c'est une première manière de voir les choses. La deuxième, c'est de se dire qu'il y a quand même une fantastique brèche qui s'ouvre aujourd'hui. Et j'ai cité lors d'une intervention avec Vincent le fait que pendant le confinement, les Français s'étaient sentis plus libres de leur choix. Pendant le premier confinement en métropole, en mars-avril. La raison est que, eh bien, tout d'un coup, le manager était moins présent. Et le management en présence veut dire qu'il a appris, il a découvert ou redécouvert que les gens étaient globalement dignes de confiance, que les gens travaillaient s'ils le pouvaient, malgré ou avec leurs enfants sur les bras en confinement, et que les gens avaient envie de bien faire. Et pour moi, c'est une fenêtre d'opportunité extraordinaire pour repenser le management en s'appuyant sur la confiance qui a éclos par-delà les crispations à cette occasion. Le télétravail, l'hybride est quand même un moyen de réhorizontaliser, de dépyramidaliser le management. Ok, ok, super. Merci beaucoup, Alexandre. Là, je prends une remarque, effectivement, que je trouve très pertinente. Bonjour, je pense qu'il y a une dichotomie entre ce que les salariés aimeraient faire et avoir comme environnement et cadre de travail et le rythme, comportement qui leur est imposé par le management. Alors oui, ce qui est certain, c'est que typiquement, nous, dans notre référentiel RH que nous mettons en œuvre pour auditer les entreprises, nous allons notamment voir dans quelle mesure les entreprises vont aller interroger leurs collaborateurs pour connaître leurs besoins. S'ils mettent en place des pulse surveys, par exemple, pour aller voir justement comment sont perçus ce qui est mis en place par l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est clé et que nous mettons en œuvre. Et ce qui est certain, c'est que nous sommes convaincus qu'il y a un travail vraiment à deux niveaux à réaliser. C'est d'une part cet audit objectif que nous faisons sur les pratiques par rapport à ce qui se fait sur le marché, et puis la perception de la part des collaborateurs de ce qui est mis en œuvre par l'entreprise et si ces mêmes collaborateurs sont interrogés et à qui on demande justement ce qui ont envie soit mis en place et implémenté par leur entreprise. Après, c'est cette dichotomie, j'ai envie de dire, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que interroger les collaborateurs sur certains sujets, c'est créer des besoins. Si l'entreprise n'est pas capable d'y répondre, ça va générer de la frustration. Et dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux pas interroger les collaborateurs.
Voilà, c'est un peu ma remarque à chaud sur le sujet. Je ne sais pas si Alexandre, tu veux réagir? Nous, on était en train de mettre en œuvre un programme sur la charge de travail auprès d'un de nos clients. On est en train de dessiner un dispositif. Et je pense que à l'impossible, nul n'est tenu et que lorsque les contraintes actionnariales sont trop poussées, il arrive un moment où la machine organisationnelle et l'être humain cassent, donc on ne peut rien faire contre. Là, c'est systémique. Et en même temps, on peut aussi se dire qu'on a encore des leviers d'efficacité à système constant en s'appuyant sur la créativité, la transformation de la gouvernance. Et je crois que l'intelligence émotionnelle dont je parlais tout à l'heure, il s'agit de faire émerger des solutions, de créer de la fluidité. Nous, on observe beaucoup chez des organisations qu'on accompagne des inefficacités et qui sont principalement des inefficacités politiques, des inefficacités humaines. Les entrepreneurs sociaux parlent du truc très scientifique, le PFH, le putain de facteur humain. Et on a encore à grandir sur ce sujet-là. Ok, super. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, une question qui m'est dédiée, puisque voilà, je t'ai fait découvrir une question qui t'était dédiée à toi. Maintenant, une question pour moi. Question pour Vincent. Mettez-vous en regard chez Top Employeur les démarches QVT qui sont peut-être un véritable effort d'entreprise et le mal-être des employés, burn-out, turnover, arrêt, qui ne baisse pas malgré les efforts d'entreprise. Alors oui, dans notre référentiel RH, nous allons creuser ce qui est mis en œuvre justement par les entreprises pour éviter tout cela. C'est-à-dire que globalement, notre démarche vise à valider dans quelle mesure l'entreprise a mis en œuvre tous les garde-fous possibles pour éviter cela. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle le met en place que ça va être évité, ne serait-ce que pour un élément très simple, c'est que mettre en place les garde-fous pour éviter que ça arrive, ce n'est pas mettre un flic, si vous me permettez l'expression, derrière chaque manager ou pour éviter en fait des dysfonctionnements managériaux individuels. Donc, ce que nous, on vise à valider, c'est finalement ce que l'entreprise met en place, tout ce qui va a priori permettre de se prémunir contre ce type de maladies professionnelles. Après, on va beaucoup plus loin aussi. Typiquement, si on prend le burn-out, on va jusqu'à évaluer les programmes de re-onboarding de salariés qui auraient quitté l'entreprise provisoirement pour cause de burn-out. C'est-à-dire comment l'entreprise va re-onboarder ses salariés après une période de burn-out. Voilà, donc ça va jusque-là, donc dans la multitude des pratiques que nous pouvons évaluer au sein des entreprises qui souhaitent se faire auditer par le Top Employers Institute. Alors, il nous reste 2 minutes, plein de remarques. C'est compliqué de regarder et de se dire toutes celles qu'on pourrait traiter. Comment mesurer le taux d'engagement des équipes, si nous responsabiliser, clac. Vincent, juste sur le point d'avant, puisqu'on n'aura pas le temps de tout traiter, Vas-y, je t'en prie. je pense que les mécanismes auxquels on croit le plus à la Fabrique Spinoza sont des mécanismes qui s'appuient sur la solidarité entre collègues. Ça n'est pas suffisant, il faut institutionnaliser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'avoir des systèmes de binômes, de parrains, de bienveillance, d'attention, de solidarité, organique. Et un manager ne peut pas porter son équipe à lui tout seul. L'institution ne peut pas mettre des armées de psychologues. On a besoin de Exactement. cultiver cette culture de l'entraide également. Non, mais tu as raison de le préciser. Et si je dois donner un exemple d'une entreprise qui est certifiée Top Employeur, en l'occurrence qui est Monoprix, ils ont mis en place ce qu'ils appellent un réseau des bienveilleurs. Et le réseau des bienveilleurs, c'est justement pour responsabiliser les collaborateurs eux-mêmes sur le fait d'être vigilants à l'évolution des pratiques au sein de l'organisation et d'être capable d'identifier éventuellement certains dysfonctionnements individuels. Il est 15h00. Toutes mes plus plates excuses sur le fait de ne pas pouvoir avoir le temps de répondre à l'ensemble des questions, mais encore une fois, malgré le nombre important de webinars que je peux animer, je n'avais jamais vu autant d'intérêt, puisque je l'interprète plutôt comme ça, des questions qui étaient posées. Donc, merci pour votre implication à toutes et à tous en tant qu'audience, tant sur le fait de nous écouter, mais de contribuer au travers des sondages sur lesquels nous vous avons sollicité. Et puis, un grand merci à toi, Alexandre. C'est toujours un plaisir de pouvoir intervenir à tes côtés. Donc, tu es le bienvenu si tu souhaites à nouveau pouvoir intervenir avec nous. Voilà. Merci à toutes et à tous Merci à et tous. à bientôt. Merci.